Nous parlons ce soir de la Côte d'Ivoire, le troisième mandat à Côte d'Ivoire et de la Guinée. Le troisième mandat, ça passe pour ces deux chefs d'État. On sera du côté de la République démocratique du Congo pour parler de la crise politique. Tshisekedi veut former à présent son gouvernement. Et puis, nous parlerons aussi du Covid-19, l'Europe et l'Amérique en vaccination, l'Afrique en résignation. On va en parler avec Maître Eric Emmanuel Sosa. Bonsoir, Maître. Bonsoir, Samuel, oui. Guinée, Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara a prêté serment, suivi également du président guinéen Alpha Condé. Tous deux entament leur troisième mandat à la tête de leurs États respectifs. Cérémonie de prestation de serment en présence de plusieurs de leurs homologues. Maître Sosa, j'allais dire que ça semble un peu facile d'obtenir désormais le troisième mandat, surtout en zone CEDEAO. Oui, effectivement, c'est devenu un exercice bien rodé. Il s'agit d'emmener, sous prétexte de retoilettage de la Constitution, on a la majorité qu'il faut pour faire passer d'abord à l'Assemblée nationale et puis ensuite organiser un référendum, un pseudo-référendum qui, avec 10% de participants, valide quand même l'opération et finalement on a son troisième mandat. Il en coûte quelques vies humaines dans les protestations, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, et comme cette omelette-là, elle est ruisselante de fromage pour ceux qui la préparent, ben, il casse les œufs qu'il faut pour que l'omelette soit prête, c'est tout. Mais finalement, est-ce que c'est la faute aux populations qui n'arrivent plus aujourd'hui à trouver le moyen de s'opposer à ces genres de modifications qui octroient un peu des pouvoirs à vie? Ce n'est jamais la faute à la population. Il faut le dire tout de go. Qu'est-ce que vous voulez que fasse la population? Et qu'est-ce qu'elle n'a pas fait? On l'a vu aussi bien en Guinée qu'en Côte d'Ivoire. Les populations se sont soulevées et qu'est-ce qu'ils ont trouvé en face? La répression. La répression. Parfois sanglante, la répression. Et quand elle n'est pas faite par les corps habillés, elle est faite par exemple, par des milices. En Côte d'Ivoire, c'est les microbes qu'on a outillés pour semer la terreur. Et bon, des gens ont trouvé la mort dans des circonstances purement criminelles, sous prétexte qu'ils ont voté ou ils ont prétendu interdire à des gens d'aller voter dans des conditions que eux trouvaient anormales. Bon, non, le peuple fait ce qu'il peut, mais c'est la volonté politique qui cette fois-ci, vous savez, je dis qu'elle est crapuleuse. Pourquoi? Vous savez, tout ces troisième mandats qui affleurent comme ça, c'est un peu comme l'enfant né d'un viol. Vous voyez, on est tous témoins du viol. On sait qu'il n'y a pas de consentement, mais est-ce qu'une fois que l'enfant est né, il faut le rejeter? C'est là le problème, c'est le dilemme des populations. Vous n'allez pas être tout le temps dans la contestation, qui ne vous rapporte rien, sinon que la mort et la désolation dans vos familles. Donc bon, mais le président a été élu, mais vous avez vu, il y a des gens qui avant étaient contre, maintenant qu'il est élu, ils se disent, bon, tout au honte au but, je préfère m'allier et gagner au moins quelque chose. Si ce n'est pas ma petite vie, au moins quelques privilèges. Donc du coup, bon, c'est pour cela qu'il faut aller mourir. Non, donc le peuple a toujours résisté. Mais bon, malheureusement, on ne l'écoute pas beaucoup, c'est tout. Mais on a quand même vu sous d'autres cieux, les populations se sont organisées et ont réussi à faire plier des chefs d'État dans leur volonté d'aller contre ce qui est de norme. Vous avez vu ça où? Pour les troisième mandats? Président, ou bon, peut-être pas typiquement sur le troisième mandat, mais des chefs d'État qui, face à la déferlante populaire, ont été obligés de rendre le tablier, ont été obligés de replier sur des réformes qu'ils avaient engagées. Ah oui, obligés de rendre le tablier, c'est ce que je dis toujours. Ce n'est pas uniquement la rue qui fait plier, c'est quand la rue a trouvé la conjonction avec l'armée que la donne change. Souvenez-vous de Ben Ali, souvenez-vous de tout dernièrement Ibeka, souvenez-vous de y compris même Laurent Gbagbo. C'était une armée étrangère qui est venue l'enlever, c'est pas le peuple. Donc vous voyez, à chaque fois c'est toujours la même histoire. Donc non, les peuples africains ne sont pas soumis.
ils ne sont pas résignés non plus. Ils se battent. Mais malheureusement, ils n'ont pas les moyens de résistance qu'il faut. C'est tout. Ils sont, si vous voulez, tout le temps, comme on dit, le cul entre deux chaises, quoi. C'est-à-dire, ils vont de Caraïbes en Scylla. Il vaut mieux le voleur qu'on connaît plutôt que le sorcier qu'on ne connaît pas. Alors, après tout, ils rentrent dans les rangs parce que, bon, à force de se faire taper dessus, qu'est-ce que vous voulez? On va pas tout le temps avoir le même discours, les mêmes réactions et les mêmes résultats. Le résultat étant, bon, mort d'homme. Mais moi, je regarde un peu puisque la question du troisième mandat, c'est vrai que au niveau de l'Europe, il y a peut-être qu'un seul pays où on a un président qui fait plus de 30 ans au pouvoir. Mais sur le continent, c'est là où ça se pose aujourd'hui, où il y a cette permanente remise en cause des acquis. Et moi, je regarde un peu le peuple palestinien, je me dis, s'il fallait abdiquer aussi facilement, les Palestiniens l'auraient fait, mais ils continuent de revendiquer leurs droits, ils continuent d'aller parfois même à la mort. Non, les Palestiniens ont un statut différent. Juridiquement, c'est un territoire occupé. Et un territoire occupé par un pouvoir étranger. Et en plus, c'est un territoire qui a un statut particulier, et qu'il est sous la protection de l'ONU. Oui. Et donc, c'est un peu différent. Ils se battent pas contre leurs gouvernants, ils se battent contre un pouvoir occupant. Donc, du coup, si vous voulez, ça sédimente un peu les frustrations et ça permet de les faire durer. Or, ici, on se bat contre des régimes qui sont là et qui ont duré comment dire ça, en corrompant les lois, en fait. C'est-à-dire que la loi telle qu'elle est, la loi fondamentale, la Constitution, elle est là, elle est déjà acquise. On croit qu'elle est acquise. Et patatras, à un moment donné, un homme vicieux trouve le moyen de modifier, uniquement pour pouvoir faire durer un tout petit peu son plaisir de gouverner, c'est tout. Et bon, il n'y a aucun moyen de faire pièce à cette ambition-là, parce que bon, nous avons des mécanismes qui ne permettent pas d'empêcher le troisième mandat. Mais en fait, troisième ou 10e mandat, c'est le même problème. Comment fait-on de bonnes élections? C'est d'abord ça, parce que un chef d'État peut avoir envie de faire un 3e mandat. Si les élections sont organisées correctement, si elles sont organisées de façon juste et transparente, mais quoi qu'il en soit, on peut le faire perdre. Oui, on peut le faire perdre. On le battra aux urnes et n'aura pas son 3e mandat, voyez-vous. C'est toujours le problème. C'est pas lui enfin, c'est pas le peuple ou l'opposition. C'est que les forces en présence et les éléments normateurs du scrutin même sont viciés, et du coup, bon, quand on veut un 3e, un 4e, un 6e mandat, on l'aura parce que on a tout fait pour baliser le terrain, et c'est toujours sur un tapis roulant. Et finalement, dans le cas de la Guinée, de la Côte d'Ivoire, ça passe. Mais c'est passé. On prend acte. C'est passé. On prend acte, oui, c'est vrai. L'enfant qui est né du viol est un enfant que maintenant nous devons élever. Voilà, c'est tout. Jusqu'à quand finalement? Parce que ça devient un peu contagieux. Hein, on évoquait ici mercredi dernier le cas de Georges Weah. C'est des soupçons, on ne sait jamais. Macky Sall est aussi un cas qui éventuellement peut être un cas contact. On ne sait jamais. Oui, on ne sait jamais. On ne sait jamais, effectivement. Non, mais ça va devenir pandémique. Oui, ça fait peur. Mais vous savez, les contre-pouvoirs, malheureusement, ne sont pas très efficients. On a ici un recul fâcheux du modèle démocratique pour lequel beaucoup de gens se sont battus. Mais bon, voyez-vous, c'est toujours le problème. Toujours le problème. Bon, après tout, à chaque fois qu'on le dit, ça froisse des esprits et des consciences, mais l'alternance pour l'alternance, ce n'est pas toujours un bénéfice pour la démocratie. On l'a vu dans beaucoup de pays. Il y a des pays qui ont connu toutes les alternances possibles. Prenons la Centrafrique. Depuis leur indépendance, ils ont connu, eux, beaucoup d'alternances. Mais pour quel bénéfice? Il y a des pays qui sont sans alternance et qui vivent mieux que les Centrafricains. Donc, les Africains doivent réfléchir à autre chose. On doit peut-être concevoir la chose différemment. Je ne sais pas, moi.
Vous savez, je prends le royaume chérifien. Oui. On a un roi. Personne il viendrait à l'esprit de personne, en tout cas ceux qui l'ont fait ont échoué nécessairement et ils ont été très sévèrement châtiés. Oufkir Dlimi, quand ils ont attenté à l'autorité royale, ils l'ont payé très cher, y compris même sur plusieurs générations. Bon, c'est une parenthèse. Mais les Marocains ne pensent pas chaque matin à comment faire pour élire un nouveau président. Ils ont un roi, il est là à vie, et le roi a en charge d'organiser leur vie. Et le roi n'est pas suspect tous les matins de s'enrichir un peu plus qu'il ne l'était déjà. Il est déjà très riche. En naissant, il était déjà riche. Donc, le problème n'est pas de savoir combien il va nous voler. Mais il y a des gens qui arrivent avec rien dans la poche, autrement qu'un fusil, accompagnés de quelques amis qui ont des mitraillettes, et qui viennent s'accaparer des biens du pays et qui veulent rester le plus longtemps possible pour en profiter massivement. C'est ça qui fait la révolte des peuples. Les Marocains ne sont pas révoltés. Je ne serai pas ennemi du fait qu'on dise le roi à Caen, on reconstitue le royaume mandingue ou le royaume à Caen, et on sait que maintenant il y a des gouverneurs, des ministres qui ont des charges bien spécifiées, et le roi répond de leur action. Ça serait tout aussi simple et compréhensible. Mais quand on a des présidents à vie au bénéfice de constitutions truquées, on a des populations énervées, frustrées et insatisfaites. C'est toujours ça le problème de nos démocraties. Mais bon, vous savez, 60 ans d'indépendance dans la vie d'une nation, c'est très peu de choses. On a encore du chemin à faire pour trouver la bonne formule. Mais la bonne formule serait que peut-être on arrête de copier systématiquement des modèles constitutionnels exportés qui ne marchent pas. Et ce sont ceux-là même qui nous les ont envoyés, qui nous envoient aussi les experts pour le tripatouillage. Donc il faut qu'on sorte de ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si vous voulez, se plaindre du troisième mandat de quelqu'un, ça n'a plus aucune espèce d'intérêt, parce que bon, vous en plaignez. Comme dirait l'autre, vous allez avoir mal, mais vous ne pourrez rien faire. Voilà. Donc du coup, on y va quand même. Passons à la République démocratique du Congo à présent. La crise politique dans ce pays, Félix Tshisekedi veut former son nouveau gouvernement après avoir réussi à obtenir sa majorité qui a destitué la présidente du Parlement, Janine Mabunda. Félix Tshisekedi demande la démission de son premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba. Ce dernier n'a pas encore accepté de rendre le tablier. Le président pense naturellement à mettre en place une nouvelle équipe gouvernementale. Mais tout ça, est-ce qu'on peut dire que petit à petit, Tshisekedi réussit à grappiller quelques pans de souveraineté? Oui, et il était temps. Parce que, effectivement, cette espèce d'otage qu'il était d'un clan qui lui dictait son agenda, qui à chaque fois trouvait moyen d'empêcher son action, était devenu une situation extrêmement pénible, et il est bon qu'il ait trouvé les moyens de se libérer de cette tutelle. Maintenant, comment va-t-il tenir les rênes en sachant que désormais, les autres ne lui feront plus aucun cadeau? Je pense que parfois, on dit « Gardez-moi de mes amis, je m'occupe de mes ennemis ». C'est un peu ça le problème. Maintenant, il sait au moins qui sont ses ennemis, et il va pouvoir les affronter clairement. Bon, parce que là, cette alliance était une alliance entre la carpe et le lapin, en quelque sorte. Hein. C'était prédestiné à l'échec. Il n'y avait pas grand-chose à en tirer, à la longue. Bon, Kabila s'est, en quelque sorte, donné une garantie d'impunité, à acheter une immunité à pas cher, en faisant ce croche-pied à Fayoulou, en installant Tshisekedi au pouvoir. Ça, je crois que le fait est maintenant consommé, tout le monde le dit, c'est même pas l'objet d'une analyse politique de quelque sorte, c'est une vérité complètement éclatante aux yeux de l'humanité de l'histoire. Donc bon, oui, Fayoulou avait probablement gagné ces élections, et ce n'est pas Tshisekedi qui les a gagnés. Mais bon, il arrangeait le clan Kabila d'avoir Tshisekedi en face plutôt que Fayoulou, parce que Fayoulou allait ruer dans les brancards.
Alors maintenant, il faut que Tshisekedi rue dans les brancards. Il en a le droit. C'est lui que le peuple se reconnaît comme étant le président. Et jusqu'à ce que une nouvelle donne vienne renverser cette réalité, il faut au moins qu'il exerce son pouvoir. Et ça, on lui souhaite toute la lucidité et la force, aussi bien politique que cinétique, pour arriver à réaliser quelque chose de souhaitable pour le bienfait des Congolais. Mais on a son Premier ministre, je le disais, Sylvestre Ilunga Ilukamba, qui fait de la résistance. Le président Tshisekedi dit qu'il va nommer très prochainement un nouvel informateur qui sera chargé donc, des consultations pour la formation d'un gouvernement. Si Sylvestre Ilunga fait de la résistance, c'est qu'il sait que le président ne peut pas non plus le destituer. Oui, c'est pour ça que je dis qu'on a des institutions viciées, où finalement, par des jeux politiques, on a réussi à trouver des contre-pouvoirs qui sont informels en réalité, pour empêcher que le président puisse en fait exercer son pouvoir de la façon la plus souveraine. C'est fâcheux. Et quoi qu'on le veuille, c'est pas pour le bénéfice du peuple congolais. Les hommes politiques congolais ont maintenant intérêt à se retrouver tous ensemble, vraiment, quel que soit le clan, pour essayer de définir le vivre en commun, parce que les Congolais ont des problèmes. C'est le carrefour de toutes les tribulations humaines et du sous-développement. Mais le plus gros problème, ce sont leurs hommes politiques. C'est leur classe politique. Depuis longtemps. Depuis l'indépendance. C'est les mêmes qui ont tué Lumumba, c'est les mêmes qui continuent. C'est-à-dire ce qui se passe aujourd'hui est en quelque sorte sous une forme un peu moins tragique, ce qu'on a fait à Lumumba. Oui. Les Belges ont fait le travail, mais qui sont les soutiers? C'est des Congolais. Quand on dit oui, le colonialisme a tué Lumumba, non, le colonialisme, il est ce qu'il est. Le colonialisme vise d'abord ses intérêts. D'accord ? Et quand on a eu l'indépendance au Congo, les Belges avaient un chagrin d'amour avec ce pays dont on les expulsait. Donc ils ont trouvé les moyens d'y rester quand même à travers des Congolais. Et ils n'ont jamais voulu que les Congolais s'unissent. C'est ça qui a tué Lumumba. Alors il faut maintenant qu'on arrive à faire une vraie catharsis et qu'on trouve les moyens de vivre ensemble d'abord en tant que Congolais en définissant un intérêt commun. Cet intérêt commun, si on a tous le dénominateur qu'il faut et qu'on dit le Kivu, ça fait combien d'années que c'est toujours un brasier? Au lieu de faire à Kinshasa les jeux de chaises musicales, allons régler le problème du Kivu une bonne fois pour toutes. Les problèmes miniers que nous avons, pourquoi ça continue? Pourquoi c'est devenu une fatalité? Réunissons-nous ensemble et définissons. Le code minier congolais, il est très bien écrit. Mais est-ce qu'il est appliqué correctement? C'est le problème. Pourquoi il n'est pas appliqué correctement? Et pourquoi on ne le réécrit pas? Ou pourquoi on ne l'amende pas? Pour en tirer à chaque fois plus grand bénéfice pour l'intérêt public congolais. Voilà les vrais enjeux. Mais bon, justement, dans la crise actuelle qui oppose Tshisekedi et Kabila, on se rappelle, il y a 3 ou 4 ans, Kabila avait fait réviser le code minier qui n'allait plus trop à l'avantage des Occidentaux. Beaucoup se disent que il y a ses mains derrière cette crise pour davantage plonger ce pays dans le désarroi qui est déjà le sien. Alors, est-ce que c'est digne? Quand on a eu justement la dignité de diriger ce pays, ce grand pays, pendant 17 ans, est-ce que c'est digne d'avoir le cynisme de faire tomber les autres et uniquement pour ça laisser le peuple encore croupir dans la misère et le désarroi qui est le sien aujourd'hui? Non, c'est pour ça que je dis, sincèrement, il faut qu'ils arrêtent un peu, quoi. Ça suffit. C'est les mêmes. C'est toujours le même problème. C'est toujours un clan contre l'autre. Le mouboutisme est passé, mais les mouboutistes sont encore là. Le kabylisme ne veut pas passer. Et puis, on est toujours dans ça.
Il faut laisser ce peuple tranquille. Il faut vraiment trouver la meilleure définition de ce qu'est l'intérêt général et l'intérêt national et s'en occuper correctement, c'est tout. Troisième sujet, on parle du Covid-19, la vaccination au niveau de l'Occident. Les États-Unis ont déjà donné leur accord pour le vaccin de Pfizer et BioNTech. L'Europe également est en passe de le faire. Pendant ce temps, sur le continent africain, seule l'Afrique du Sud semble en mesure de proposer un vaccin à sa population. L'Afrique du Sud pencherait pour le vaccin d'AstraZeneca, mais on a l'impression, Maître Sosa, quand on regarde le continent africain, c'est comme si on n'est pas très concerné par la vaccination anti-Covid. Bon, écoutez, si on est concerné, mais vous savez, ces vaccins coûtent cher. Oui. Ils vont coûter très cher. Et en ce moment, nous pensons d'abord à comment nous allons acquérir les vaccins fabriqués par les autres et qui vont nous les donner, qu'on le veuille ou non. Parce que sinon, l'enjeu, c'est que dans beaucoup de pays, désormais, si vous n'avez pas été vacciné, si vous n'apportez pas le certificat de vaccination, vous ne prendrez même pas un billet d'avion. On ne vous en vendra pas. Donc du coup, les Africains, parce qu'ils veulent aller en Chine, parce qu'il y a des affaires à faire en Malaisie, en Turquie, ils vont courir dans les centres de santé pour se vacciner. On n'aura même pas besoin que les gouvernants nous le disent. S'il faut payer le vaccin au prix d'un bras, ils le feraient, ils le trouveraient. Donc ça, rassurez-vous, les Africains vont se vacciner. C'est une certitude. Maintenant, bon, que ce soit AstraZeneca ou que ce soit le BioNTech et Pfizer, ils le feront, rassurez-vous. Ça va se faire. Donc bon, peut-être pas l'homme de la rue, parce que bon, lui, qui va payer son vaccin, c'est ça le problème. Maintenant, bon, maintenant il faut le convaincre d'abord de l'utilité de la chose, et beaucoup vous disent non, mais moi, de toute façon, Covid ou pas Covid, si je ne bouge pas, si je ne fais pas ce que je fais tous les jours, je vais mourir de faim. Donc bon, celle-là, elle est assurée. Donc Covid, c'est peut-être que Inch'Allah, elle va m'inviter. Donc du coup, bon, lui relativise. Mais dans les classes moyennes et les couches supérieures des populations, ils vont tous se vacciner. Parce que s'ils ne le font pas, ils ne pourront pas faire le petit voyage. Donc on se vaccinera aussi. Mais ce qui fait triste quand même, c'est qu'on ait un débat dans les pays occidentaux sur ce vaccin, tel autre vaccin, son efficacité. Les grands instituts scientifiques se prononcent là-dessus, mais on a nos grands scientifiques qui sont motus bouche cousue. Comme toujours. Comme toujours. Écoutez, bon, si c'était quelque chose d'entendu, le vaccin contre Ebola aurait été mis en œuvre en Afrique. Oui. D'accord ? Bon, ça ne l'est pas. D'accord ? Bon. Donc, c'est tout un problème, vous voyez ? C'est pas les hommes uniquement et leur incapacité. C'est-à-dire qu'on les met dans des situations incapacitantes. C'est surtout ça. C'est-à-dire qu'il y a une macrostructure qui fait que, bon, vous seuls, chercheurs, avec beaucoup d'allant, et de motivation, vous n'avez pas les moyens de pouvoir réaliser correctement la recherche scientifique. Donc c'est ça le problème, hein. Et ça commence depuis l'université. Donc quand la démotivation vient là et que vous avez des enfants qui vont à l'université en étant braqués sur les chances qu'ils ont à l'extérieur, vous ne pouvez pas développer en interne des dynamiques qui créent justement l'émulation pour inventer, pour créer et pour ne pas espérer que la solution viendra de l'Occident. C'est toujours comme ça. Le blanc va le faire. Donc, une fois qu'il l'a fait, on en bénéficiera. Il nous envoie des voitures, des avions, des jouets, etc. Et puis bon, on achète. On est des économies qui sont fondamentalement importatrices. Et quand on exporte, c'est beaucoup en déséquilibre de la balance commerciale. Donc du coup, bon, on vit avec. Et on va négocier avec le FMI et la Banque mondiale, les institutions de Bretton Woods. Faites-nous des reports, faites-nous
on va dire, des abattements ou enlever nos dettes. Mais bon, voilà, c'est tout un problème. Et c'est l'ensemble de ces problèmes qu'il faut qu'on règle en imaginant l'Afrique autrement. C'est tout. Maître Sosa, merci beaucoup. C'est un plaisir. Voilà, nous passons maintenant à la pause et après ce sera regard croisé.